Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le partage d'un nouvel ouvrage de Martin de Halleux, L'inconnu du Pacifique. Belle écoute. Le capitaine James Cook fut l'un des plus grands marins du XVIIIe siècle. Il découvrit, lors de ses 3 voyages autour du monde, des dizaines de nouvelles terres, pour la plupart des îles de l'océan Pacifique. Le récit qui suit retrace librement sa dernière expédition dans le Pacifique entre 1776 et 1779, année où il trouva la mort. Chapitre 1. Et qu'est-il passé, Monsieur King ? Le capitaine Cook hurlait si fort qu'on pouvait l'entendre jusqu'au fond des cales du Resolution. « L'aïeul ! Ils m'ont volé l'aïeul ! Ils m'ont fait ça, à moi !» Les pas de ses bottes claquaient sur le plancher de sa cabine. Il était furieux. Pour la première fois, je l'entendais se laisser emporter par la colère. Puis il s'est apaisé et s'est assis à son pupitre. J'ai su ensuite qu'il avait passé la nuit à écrire, jusqu'au matin de cette funeste journée. Le lendemain, j'ai retrouvé dans la cabine du capitaine Cook ces pages noircies de sa grande écriture, bien rangées, dans une cassette en fer, à l'abri de l'humidité. J'ai alors revécu le récit de notre incroyable aventure. Ce voyage autour du monde avait commencé de façon si simple. Nous sommes partis de Plymouth en suivant une ligne presque droite vers le pôle sud, jusqu'à cette fameuse tempête. Depuis quelques jours, la mer est de plus en plus dure. Le Resolution est en permanence noyé dans un épais brouillard, et j'ai beaucoup de mal à faire le point. Un matin, juste avant le lever du soleil, des growlers, de petits morceaux de glace, frôlent notre coque. Les vigies du vaisseau lancent l'alerte. Glace, glace à 2 heures, sud-sud-est, iceberg! Tous les hommes sont sur le pont, armés de pics, prêts à repousser les blocs d'eau de mer gelés. À la barre, King, mon second, guette les montagnes de glace à travers le brouillard. Je suis inquiet. Plus nous avançons vers le sud, plus les icebergs sont nombreux. La nuit dernière, je me suis réveillée en sursaut, tourmentée par un cauchemar. Nous allions tous mourir. Nous faisions naufrage, l'eau rentrait de toutes parts dans la coque éventrée du Resolution. Mes marins se noyaient, emportés par des bouillons d'eau glacée. Certains hurlaient d'effroi. D'autres tentaient désespérément de repousser l'océan de leurs mains. Résignés, les plus vieux priaient ou pleuraient en silence. Je ne pense pas que ce rêve soit prémonitoire. C'est vrai, je les aime, mes marins. Et, comme eux, j'ai peur les nuits de tempête. Mais je dois avancer plus au sud. Je veux savoir s'il existe ou non une terre derrière les glaces du pôle sud. Je veux pouvoir définitivement l'inscrire sur nos cartes. Ensuite seulement, nous remonterons vers les douces chaleurs de Tahiti. Le Resolution est sous le 70e parallèle depuis plusieurs jours. Jamais aucun d'entre nous n'est descendu aussi bas. L'air est sec et glacial. Nos habits fourrés suffisent à peine à nous protéger du froid et de la bise. La houle est immense. Certaines vagues sont 2 fois plus hautes qu'une maison. King et Williamson veillent en permanence à la barre. Le Resolution ne doit en aucun cas être pris de travers par la houle. Ainsi, nous passons d'une vague à l'autre comme un minuscule bouchon perdu en mer. Soudain, alors que nous sommes poussés sur la crête d'une vague, Williamson attire mon attention sur la ligne de l'horizon. À 30 degrés nord-est, s'étale une bande sombre et large de plusieurs miles marins. Un orage, une terrible tempête avec la pluie, les éclairs et les vents qui l'accompagnent. Je me tourne immédiatement vers King. Réduisez la toile, mettez-nous face au vent et larguez les ancres flottantes.
Nous restons là jusqu'à ce qu'il nous passe dessus. Priez pour qu'il ne nous précipite pas contre un iceberg. Les heures qui suivent comptent parmi les plus terribles de ma vie. Je ne peux rien faire, sinon attendre et subir les fureurs de l'océan. L'équipage est persuadé de vivre ses derniers instants à bord. Pourtant, nous sommes tous là, accrochés à notre coquille de bois, la rage au ventre, bien décidés à poursuivre notre expédition dans le Pacifique. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que j'étais complètement fou de les avoir emmenés si loin vers le sud, à travers les icebergs, à 90 sur notre petit bateau d'à peine 30 mètres. King et Williamson n'ont même pas élevé la voix. Face au danger, mes hommes prouvent qu'ils connaissent leur métier. Blake lance ses ordres, les marins renforcent les amarres de pièces d'artillerie et du fret en cale. Les mousses grimpent comme des singes dans les mâts et les haubans pour réduire les voiles. Vite, l'orage fonce droit sur nous. Les grondements du tonnerre sont de plus en plus proches. Brusquement, l'air se rafraîchit et un vent violent amène les premières gouttes de pluie qui fouettent nos visages. En quelques minutes, le pont du navire est noyé par la mer déchaînée. L'équipage se précipite pour se mettre à l'abri. Les hommes de quart s'attachent aux mâts ou aux rambardes. King m'apporte ma parka et une corde. Le ciel est gris sombre. Il va bientôt faire noir en plein jour. Des rafales de plus en plus violentes secouent le navire. La houle perd de sa régularité. Petit à petit, les vagues se mettent à se chevaucher et à se croiser, sans aucun sens logique. Désemparé, le Resolution tangue de tous côtés. Je dois m'attacher. Mais une vague m'emporte. Je glisse et tombe, le front contre la barre. Je saigne. Le sang chaud coule sur mon visage lavé par la pluie. Les éclairs déchirent le ciel. Soudain, une bourrasque fouette la mer qui recouvre le pont et pénètre dans nos cales. Tout autour de nous, ce n'est plus que bouillonnement et furie. De monstrueuses vagues déferlent en hurlant sur le pont, brisant tout dans leur éclat. À mes côtés, King se recroqueville sur lui-même, accroché à la barre. Je rampe dans sa direction. King! King! Il m'entend, se lève et me tend la main. Je dois, coûte que coûte, m'agripper à lui. Mais une déferlante plus forte que les autres enfonce l'avant du bateau. Je suis précipité à travers le pont, puis entraîné par le reflux de l'immense vague qui m'attire inexorablement vers la mer. La force du courant est irrésistible. Je vais tomber à l'eau. King se détache de la barre et plonge vers moi. Mais il est, à son tour, happé par le courant. Nous allons nous noyer tous les deux. Soudain, une seconde vague vient frapper le Resolution, qui retrouve son équilibre pour un très bref instant. King et moi, nous nous précipitons vers les cales. Nous sommes sains et saufs. Puis l'orage s'était enfin. Le vent est toujours très fort, et nous sommes tous choqués par les terribles heures que nous venons de vivre. Mais, sans attendre, nous virons de bord, direction nord-nord-est. Cap sur la Nouvelle-Zélande. Après plusieurs mois en mer, l'humidité s'est installée dans tout le navire. Elle ronge les cordes, gonfle le bois des portes et nous fait tous baigner dans une atmosphère glaçante. Les planchers sont en permanence recouverts d'une fine couche de moisissure. De minuscules champignons s'installent dans nos chaussures et colonisent tous les objets en cuir. Oh, ce que j'attends avec impatience les chaleurs des rivages de la Nouvelle-Zélande. Je me souviens du jour où j'ai découvert mon ordre de mission, qui m'a conduite à mener cette folle expédition. Avant de quitter l'Angleterre, je ne savais qu'une chose. L'objectif de ma mission était un secret si bien gardé que même moi, le capitaine, ne pourrais le découvrir qu'après mon départ en mer. Ce soir-là, nous étions à quelques heures de Plymouth. C'était une nuit sans lune, particulièrement sombre et inquiétante.
J'ai brisé d'un coup sec de la lame de mon canif le sceau de l'amirauté qui fermait l'enveloppe et me suis plongé dans les secrets de ma destinée. Le Pacifique Nord. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai découvert avec stupeur l'immense voyage que nous allions entreprendre. L'amirauté nous envoyait dans le Pacifique Sud, aussi près du pôle que nous le pouvions, puis la Nouvelle-Zélande, Tahiti, et enfin l'interminable remontée vers le nord jusqu'aux glaces de l'Arctique. Nous en traverserions les barrières glacées pour ensuite passer de l'autre côté vers l'océan Atlantique et rejoindre l'Angleterre par le nord. Sur le moment, cette mission me sembla impossible. Était-il devenu fou à l'amirauté ? Il n'existe pas de passage qui puisse nous permettre de nous frayer un chemin à travers les icebergs du pôle Nord. Je me suis alors précipitée dans la grande cabine pour y chercher des cartes. De retour dans mes quartiers, je me suis installée sur mon hamac. J'ai glissé lentement mon doigt sur la route imaginaire de mon bateau. Départ d'Angleterre, escale au sud de l'Afrique. Puis je descends vers l'Antarctique. Je passe sous l'Australie. J'arrive en vue de la Nouvelle-Zélande. Je gagne les îles de l'Amitié et Tahiti. Après, c'est à peu près l'inconnu. J'ai alors tracé une ligne imprécise vers le nord, le long des côtes de l'Amérique. Tout en haut de la carte, je me suis arrêtée au détroit de Bering. Perplexe, je ne savais plus où aller. Encore quelques centimètres vers le nord ? Où suis-je ? La mer ? La glace ? Pourrons-nous passer ? Vers l'est ou vers l'ouest ? Bah, je me suis dit, résignée. Je le saurai dans moins de 3 ans, si tout va bien jusque-là. Pourtant, pour la première fois de ma vie, une mission me paraissait impossible à réaliser. Je n'ai pas pu trouver le sommeil cette nuit-là. J'étais à la fois abasourdie et accablée par l'incroyable difficulté de l'expédition que je devais mener. J'avais décidé de ne rien dire à mes hommes avant d'avoir quitté Tahiti. Ainsi, je ne risquais pas de les voir tous désertés dans les collines boisées de la baie de Matavai au bras de jolies Tahitiennes. Le lendemain, je me suis levée la tête lourde et de très mauvaise humeur. De retour du Grand Sud, nous frôlons donc les rivages de l'Australie, cinglant au plus court vers la Nouvelle-Zélande. Lors de mon dernier voyage, j'avais découvert ces terres et leur faune incroyable. Je me souviens d'un animal étrange, une sorte de souris géante de plus d'1 mètre de hauteur. Elle se tenait souvent assise sur ses 2 pattes arrière. Pour se déplacer, elle effectuait de longs sauts rapides et répétés. Nous avons beaucoup ri de ces grosses souris bondissantes, mais elle nous réservait une surprise encore plus extraordinaire. Nous avions remarqué l'une d'entre elles, plus grande que les autres, et avions décidé de la capturer. Après une course folle, épuisé, l'animal s'est laissé prendre dans nos filets. C'était une femelle qui portait ses petits dans une poche située sur son ventre. C'était vraiment étonnant. Cela ne ressemblait à aucune autre espèce que nous connaissions. J'ai demandé à un indigène quel était le nom qu'il donnait à ce magnifique animal. Il ne semblait pas comprendre. J'ai insisté, mimant de façon grotesque la démarche de la grosse souris, les 2 mains rassemblées comme une poche sur mon ventre. D'un air las, il m'a alors répondu « Kangourou, kangourou », ce qui voulait dire « je ne sais pas ». Malgré tout, je décidai alors d'appeler ainsi l'étrange animal sauteur. Le « je ne sais pas ». Cet après-midi, le ciel est blanc. Nous baignons dans une lumière laiteuse comme un jour de brouillard en montagne. La vigie signale une terre vers le nord-est. Ça y est, nous arrivons en vue de la Nouvelle-Zélande. Je mets la barre au nord-est, est.
vers le cap Farewell. Demain, si le vent ne mollit pas, nous devrions jeter l'ancre dans le canal de la reine Charlotte. Chapitre 2. Dès que je pose le pied sur le sol de la Nouvelle-Zélande, l'humidité me prend à la gorge. J'ai du mal à respirer, l'air est chaud, chargé d'odeurs lourdes et épicées de la côte. Quelle sensation intense de fouler enfin la terre ferme. Cette terre dont tous les marins rêvent, celle qui nous apporte l'indispensable et doux sentiment de stabilité sans lequel nous deviendrions fous après des mois sur nos bateaux dansant sur les flots. Au bout de quelques pas, je reprends le rythme habituel de ma respiration et je lève les yeux vers la forêt vierge qui nous entoure. Au loin, de longs nuages blancs se confondent avec les neiges éternelles des sommets de l'île. Je compte rester en Nouvelle-Zélande quelques semaines. Nous construisons notre camp sur la plage. Les menuisiers montent une palissade, tandis que les hommes installent des tentes, coupent du bois, lavent leurs vêtements ou dorment à même les sables. Un détachement de soldats et de marins s'apprête à quitter le camp pour ramasser de l'herbe fraîche pour le bétail, tandis que d'autres remettent le navire en état. Les savants sont à quatre pattes ou le nez en l'air. Ils observent, dessinent, calculent des distances ou recueillent des insectes et des plantes. Alwyn, le cuisinier, a rangé ses poêles pour se transformer en barbier. Une longue file d'hommes patiente devant la cuisine. Les uns après les autres, les marins viennent, pour quelques pièces, se faire couper les cheveux et raser de près. Soudain, un jeune mousse fait irruption sous la tente du cuisinier. « Monsieur !» crie-t-il. « Le taureau ! Il y a un problème !» Alwyn lâche son rasoir et se précipite sur le rivage. Tous les hommes s'y pressent. À quelques encablures, des marins, commandés par le quartier-maître Blick, s'aident d'un palan pour transborder un taureau des cales du Resolution à la plus grosse des chaloupes. Mais l'animal se débat. Une corde lâche, et le taureau glisse hors de son harnais. Bon sang, il va tomber. Alwyn hurle. Il faut cesser de le hisser et le ramener lentement à rabord. Arrêtez de tirer, descendez-le. Mais il est trop tard. Les derniers liens qui soutiennent l'animal cèdent. Alwyn crie une dernière fois. Le taureau, affolé, se cabre dans les airs et disparaît entre la coque du Resolution et la chaloupe, englouti par les eaux de la baie. Alwyn est très touché par la perte du taureau, qui s'est noyé. Il ne nous reste alors plus que 2 vaches, quelques cochons et une dizaine de poules. Nous avons pu repêcher le corps du taureau, qu'Alwyn et les mousses ont aussitôt préparé et cuit dans un grand feu sur la plage. Les hommes se régalent, mais nous mangeons là un de nos biens les plus précieux. Les 2 vaches sont désormais seules, et jamais nous n'aurons de veau. Depuis quelques jours, 3 immenses poissons de plus de 4 mètres d'envergure rôdent autour du Resolution. Ils ressemblent à de grands oiseaux gris-bleu, des oiseaux aquatiques plus grands que des chevaux. Anderson, le naturaliste, a tout de suite su les nommer des raies manta. Ces animaux sont d'une beauté éblouissante. Ils volent dans l'eau, ramassant le sable du fond. Nos visiteurs tournent autour du navire, puis s'en vont vers le large et reviennent plusieurs heures plus tard. Le peintre, Weber, s'est précipité sur ses pinceaux. Ces dessins sont très réalistes. Banks, le chef des scientifiques, les garde soigneusement pour les présenter à notre retour à ses pairs du Muséum d'histoire naturelle. À chaque escale, le vent contre terre, le nez au ras du sol, Banks recueille des feuilles, des racines, des glands, des fruits et tout ce qui peut sortir de terre. Il les fait ensuite sécher,
puis il les classe méticuleusement dans ses cahiers. Il a même prévu 5 volumes pour collectionner des algues. De son côté, William Anderson dispose dans la bibliothèque de la grande cabine de toutes petites boîtes en bois. Sur chacune, il colle une minuscule étiquette bordée d'un mince filet bleu sombre. C'est là qu'il range sa collection d'insectes et de petits animaux. Encore un scientifique qui passe ses journées à 4 pattes. Anderson ressemble un peu aux animaux qu'il étudie. C'est un jeune homme très maigre. Ses doigts sont osseux et blancs. Leur peau, presque transparente, leur donne un aspect fragile. On dirait des pattes d'araignée. Lorsqu'il parle, ses mains s'agitent devant lui comme 2 animaux savants qui viendraient faire un numéro de cirque avec leur maître. L'astronome, John Adams, lui, ne ramasse rien. Au contraire, son regard est toujours tourné vers le ciel. Lorsque nous dormons tous, quand le ciel est sombre et qu'apparaissent les constellations de l'hémisphère sud, Adams passe toutes ses nuits, l'œil collé à son télescope. Il reste ainsi presque immobile, des heures entières, à chasser les étoiles et les planètes. Le dernier membre de l'équipe scientifique est le peintre, John Weber. Il est aussi célèbre pour ses terribles colères que pour ses croquis. Il dessine tout ce que nous découvrons. Les îles, les arbres, les fleurs, les animaux, mais aussi les habitants, leurs habits, leurs outils, leurs maisons, leurs bateaux. Weber est la mémoire visuelle de l'expédition. Je ne dors jamais à terre, mais à bord du Resolution, dans ma petite cabine. Depuis quelques jours, je profite de notre escale pour y remettre de l'ordre après la tempête. Les livres de bord, les atlas, les cartes, les instruments de navigation. Tout est de nouveau à sa place. Mon compas est posé sur le pupitre. Son cuivre brille dans l'ombre et je ne peux m'empêcher d'effleurer son reflet doré. Le soir, dans mon hamac, j'aime me laisser bercer par le lent mouvement du bateau sur la houle. Je trappe la corde du hamac, passe mon pied droit sous ma jambe gauche, prends appui sur la paroi en bois de la coque et souffle la bougie posée sur ma commode, juste à la hauteur de ma tête. C'est dans cette position que je m'endors, tordu et écrasé par la fatigue. Ce soir, en m'allongeant sur mon hamac, je ne trouve plus le médaillon qu'Elisabeth m'a offert le jour de mon départ et que j'ai suspendu à un clou. C'est un petit bijou avec le portrait de ma femme en miniature. Elle a sa robe bleue, ses cheveux étaient défaits. L'artiste a formidablement bien saisi son regard, un peu dans le vague, la peau de son visage, très blanche, et ses lèvres, à peine rosées. Un peu plus tôt, King et Omai sont venus me voir dans ma cabine. Ils souhaitent partir tous les deux en expédition dans les terres à la rencontre des indigènes. Omai est un Tahitien qui a sympathisé avec Thomas Furneaux, second capitaine de ma dernière expédition. Furneaux l'a ramené en Angleterre, où Omai eut beaucoup de succès à la cour. Mais quand Omai a appris mon départ pour Tahiti, il a saisi l'occasion de rentrer chez lui. King juge indispensable d'établir un contact avec les habitants de Nouvelle-Zélande, de les observer et de passer quelque temps avec eux. Il veut partager leur vie quotidienne, savoir ce qu'ils mangent, comment ils chassent, s'ils ont des chefs, un roi, des prêtres, des lois, une morale, une religion. Omai, lui, veut étudier leur langue, qu'il connaît déjà un peu. Il souhaite aussi comprendre leur système mathématique, savoir comment ils comptabilisent les choses, comment ils comptent les levers et les couchers du soleil, et le temps qui passe. Bon sang, je ne sais pas comment ils s'y prennent pour me convaincre, mais je laisse King et Omai partir dans la jungle sans escorte. Je devais payer cher cette erreur.
À 6 heures, le lendemain matin, King et Omai partent pour leur expédition ethnologique. Mais vers 9 heures, le Tahitien rentre seul au camp. King s'est fait capturer par des cannibales. Il va se faire dévorer. Williamson donne l'alerte. Tous les hommes se rassemblent. C'est le branle-bas de combat. Nous nous attendons à une attaque des indigènes. Les canons du Resolution sont armés et tournés vers la plage. 12 soldats de marine s'équipent. Nous nous préparons à délivrer King. Par le diable, ces sauvages me rendront mon second. Heureusement, Omai s'interpose et me supplie de ne rien entreprendre. Il a raison. La fureur m'aveugle. Une expédition punitive dans la jungle ne ramènerait pas King, et elle nous conduirait à une mort certaine sous les flèches empoisonnées des indigènes. Les habitants de l'île n'ont pas capturé King pour en faire un repas, mais plutôt pour le garder comme esclave. D'après Omai, le seul espoir de le revoir vivant est de l'échanger contre un bien encore plus précieux. Il est donc parti seul, emmenant avec lui l'une de nos vaches et quelques poules. Il va tenter de racheter King à ses ravisseurs. Minuit. Cela fait plus de 7 heures qu'Omai a quitté le camp, et nous n'avons toujours pas de nouvelles. Les hommes sont nerveux. Ils tentent de me convaincre d'organiser une expédition contre les villages indigènes les plus proches du campement pour prendre en otage des femmes et des enfants. Je réussis, avec peine, à les retenir. Chapitre 3. Les nuits à bord sont plus fraîches qu'à terre, où l'air est lourd et poisseux. Je m'installe sur le pont du Resolution, dans l'espoir que la fraîcheur m'aidera à trouver le sommeil. Mais l'inquiétude me maintient à moitié éveillée. Je somnole et écoute distraitement les bruits du camp sur le rivage. Peu à peu, le silence gagne la baie, à peine troublé par les cris des oiseaux. Je m'endors. Ce sont les rayons du soleil qui me réveillent. Mon corps est encore engourdi par l'humidité de la nuit. Sur la plage, le campement est assoupi. Soudain, une clameur éclate. Elle arrive jusqu'au navire. Les hommes du camp se précipitent vers 2 silhouettes qui émergent des sous-bois. King et Omai. Ils ont réussi. Ils sont saufs. La foule des marins s'agglutine autour d'eux. Je ne les distingue plus. Ils sont noyés dans une forêt de bras et de visages enthousiastes. Ce soir-là, vers 10 heures, j'ai réuni tout l'équipage sur le pont du Resolution. Alwyn a percé un tonneau de rhum et tous les hommes, y compris moi, s'en saoulent. C'est certainement l'une de nos plus belles soirées. Jusqu'à l'aube, installés sur l'escalier qui mène à la barre, Omai et King nous ont raconté leur aventure. Les 2 hommes ont quitté le campement. King marche en avant, à quelques centaines de mètres d'Omai. Leur progression dans la jungle est très lente. Mais depuis quelques minutes, ils suivent un sentier qui semble les mener jusqu'au sommet d'une colline habitée. Soudain, King se retrouve nez à nez avec une dizaine de guerriers. Leurs visages et leurs corps sont entièrement couverts de tatouages. De fines rayures noires soulignent leurs traits, les rendant menaçants. Ils tiennent des lances et de longues machettes, qu'ils appellent patou-patou. Leurs yeux exorbités sont fixés sur King. King est pétrifié par la peur. Il essaie de crier. Mais pas un seul son ne sort de sa bouche grande ouverte. Le rythme de son cœur s'accélère et son battement, affolé, gagne peu à peu toute sa poitrine. Il tente de reprendre ses esprits et n'arrive qu'à esquisser un sourire grimaçant aux indigènes qui se jettent sur lui. Très vite, King ne voit plus rien, n'entend plus rien, ne sent plus rien. À son réveil, King gît à terre dans une hutte. Du sang séché colle ses cheveux et souille sa chemise.
Ses geôliers ne l'ont pas attaché. Il tente de se lever, mais perd immédiatement connaissance. Lorsqu'il revient à lui, une dizaine d'enfants qui ont écarté les branches de la hutte le dévisagent en pouffant de rire. Un guerrier les chasse et s'adresse à King, l'air très agressif. King lui répond avec les quelques mots de tahitien qu'il connaît, mais cela rend le Maori encore plus furieux. Il crache au visage de King et le laisse seul dans sa prison. King reste prostré pendant de longues heures. Sa blessure à la tête ne saigne plus, mais il a perdu beaucoup de sang et peut à peine bouger. Une femme lui apporte un peu d'eau et des fruits. Il boit, mange et s'endort. Soudain, une grande agitation traverse le village. Les hommes crient, les femmes courent se réfugier dans leur hutte avec les enfants. King se traîne pour écarter les feuilles du palmier et regarde à l'extérieur. Que se passe-t-il? C'est Omai, c'est lui, il vient le chercher. Omai s'est peint le visage. Il a abandonné ses habits européens et ne porte qu'un pagne noué autour de la taille. Il conduit une vache et tient une poule dans chacune de ses mains. Sans dire un mot, il s'avance vers le centre du village. Petit à petit, les guerriers se rassemblent jusqu'à l'encercler complètement, pointant leurs lances sur lui. Omai s'immobilise, ses deux poules à bout de bras. L'un des hommes s'approche de la vache et la pique de la pointe de son arme. L'animal pousse un terrible meuglement, effrayant le guerrier. L'un des Maoris fait quelques pas vers Omai. C'est un des chefs du village. Le regard fixe, les muscles du visage noués par la tension, il est à présent à quelques centimètres du tahitien. Omai lui tend les deux poules, puis la corde de la vache. L'homme les saisit sans rien laisser paraître de ses sentiments. Omai désigne alors la prison du lieutenant King. Mais, soudain, le chef brandit sa lance au-dessus de la tête d'Omai et l'enfonce dans le cou de la vache, qui s'effondre dans un terrible cri. Et c'est la curée. Tous les hommes se jettent sur elle, la transperçant de leurs armes. Omai se précipite vers King, laissant la vache à son supplice. Elle va être dévorée vivante. Délivré par son compagnon, King s'échappe de sa prison. Avant de disparaître dans la forêt, les deux amis lancent un dernier regard vers le village. Ils aperçoivent alors le chef des indigènes qui leur fait un signe. Les deux poules et la vache semblent lui suffire pour rançon. Chapitre 4. 6 semaines que nous avons quitté la Nouvelle-Zélande et ses habitants sanguinaires. Je mets le cap au nord-ouest pour rejoindre les îles de l'Amitié, puis Tahiti. J'évite de tracer une route directe, dans l'espoir de découvrir de nouvelles îles. Nous voguons dans les eaux les plus belles et les plus agréables du globe. Les vents sont doux et la mer est limpide. La vie à bord est paisible. Les manœuvres sont simples et faciles. Weber, le peintre, profite de ces moments de calme pour faire le portrait de chacun des membres de l'équipage. Il s'est installé sur le pont et dessine les marins qui jouent au dé. Tout à coup, Plick, le quartier-maître, se lève, arrache le carnet de dessin des mains de Weber et le lance à la mer. Sans hésitation, Weber, les poings en avant, se précipite sur Blick, mais celui-ci a déjà tiré un poignard de sa ceinture. Weber trépigne de rage, impuissant face à la lame de son adversaire. Blick est probablement encore sourd. Il perd depuis trop longtemps au dé et cherche un bouc émissaire. C'est la faute à cet artiste si j'ai plus la main. Je vais le saigner comme un porc, le gros Weber. Vous allez voir, les gars, hurle-t-il. Weber est blême. Le poignard de Blick se trouve à quelques centimètres de son cou. Il va lui trancher la gorge. Les marins ne rient plus. Blick a complètement perdu la raison. Son unique œil injecté de sang, ivre et pleine de haine,
La brute s'apprête à tuer le peintre. Je n'ai plus qu'une solution. Du haut du pont arrière, j'arme mon mousquet. Je tends le bras en direction du borgne et bang! Le coup de feu claque. La balle effleure la tête de Bling et se loge avec un bruit sec dans le bois du grand mât. Il tourne le visage dans ma direction, l'air ahuri, tandis que je recharge mon arme. Je crie « Maintenant, monsieur Blig, c'est vous qui décidez. Soit vous lâchez votre poignard, soit ma prochaine balle est pour votre crâne. Je vous écoute, Blig. » Je n'ai pas d'autre choix. Je suis très calme, bien décidé, s'il le faut, à abattre Blig dans les secondes qui suivent. Je sais, sur un navire marchand, jamais un capitaine n'aurait tué son quartier-maître pour sauver un simple passager, fût-il peintre. Mais c'est ainsi. Sur le Resolution, personne ne tuera personne, sauf moi, pour maintenir la loi et protéger mon équipage de sa propre violence. J'ai besoin de me civiliser pour aller là où nous allons. Blig n'a toujours pas lâché son arme. Je commence à presser la détente. Il baisse alors la tête et écarte le poignard de la gorge de Weber. Puis, d'un geste vif, il le lance vers moi. La lame s'enfonce dans le pont à 2 pouces de ma botte gauche. Sans me regarder, Blig descend vers la cambuse, entouré par quelques hommes qui lui sont fidèles. L'épisode est clos, mais n'annonce rien de bon. La suite des événements confirmera mes craintes. Ma confrontation avec Blig a réveillé mon mal de dos. Je passe la soirée couché sur le sol de ma cabine. Williamson, le chirurgien, me donne des plantes qui calment un peu la douleur. Omaï vient me voir et me promet qu'à notre arrivée à Tahiti, il m'enverra des femmes pour me masser le dos, des sortes de guérisseuses. Par le diable, vivement Tahiti. Nous sommes en vue des premières îles de l'archipel de l'Amitié, que j'ai découvert lors de mon précédent voyage. Je mets le cap vers l'île d'Anamuka, où je sais que nous pourrons facilement trouver un havre et nous ravitailler. L'eau qui entoure cette terre longue et plate est chaude et incroyablement transparente. Le fond est recouvert d'un sable aux gros grains de corail. Vu du rivage, le navire, ancré dans la baie, semble flotter dans les airs, tant la mer est limpide. Quelques heures après notre arrivée, je me rends avec King, Williamson et Omaï au palais du roi Toubou. Ce n'est pas un palais comme nous pourrions l'imaginer chez nous, en Europe, mais plutôt une très grande case construite au milieu d'un immense jardin de palmiers, de bananiers, d'arbres à pain et de toutes sortes de fleurs et plantes exotiques. Le palais est entouré d'une magnifique pelouse. Sa densité, sa couleur et sa texture rendraient jaloux les plus grands spécialistes anglais. Les jardiniers du roi Toubou ont accompli ici un véritable exploit. Toubou nous attend, droit comme un arbre, planté au milieu de sa pelouse. À notre arrivée dans la clairière, il nous rejoint rapidement et se poste juste à son bord. Avant que nous foulions l'immense tapis vert, il exige que nous nous déchaussions. Ensuite, à quelques mètres de l'entrée du palais, Toubou insiste pour que nous essuyions nos pieds avant de pénétrer chez lui. Respectueusement, King, Williamson, Omaï et moi frottons longuement nos pieds nus sur l'herbe soyeuse. Nous entrons enfin dans la case royale. Il y fait frais. Mes yeux mettent quelques minutes pour s'habituer à la pénombre. Le sol est recouvert de nattes tissées. Dans un coin se tiennent des femmes à demi nues qui viennent nous proposer à manger et à boire. Elles nous apportent sur des larges feuilles de palmier des morceaux de cochon grillés et toutes sortes de fruits. Je croque avec délectation dans une galette faite avec de la farine de fruits de l'arbre à pain, grillée et parfumée à la noix de coco. Nous sommes assis en face du roi. Toubou est très agité et semble expliquer à Omaï quelque chose d'extrêmement important.
Je grignote des fruits, attendant qu'Omaï traduise les paroles de Toubou. Enfin, au bout d'un interminable discours, le flot de paroles tarit, et le roi laisse Omaï parler. Toubou vient d'annoncer à Omaï qu'il souhaite donner une grande fête en mon honneur. Elle aura lieu dans 3 jours, en présence du grand roi Finou, qui règne sur toutes les îles de l'amitié. Mais Toubou est très inquiet. Il craint que je refuse son invitation. Omaï insiste. Il faut absolument que je donne mon accord. Je ne dois en aucun cas vexer notre hôte, car nous avons besoin de nous ravitailler en eau douce et en nourriture dans son pays. J'ai bien compris. Je remercie Omaï avec un sourire entendu et me lance dans une tirade dithyrambique en anglais sur le roi Toubou, son île, son palais, et annonce ma venue à sa réception. J'y ajoute de nombreux signes qui, je l'espère, lui font comprendre que le représentant de sa majesté, le roi Georges, serait très heureux de fouler de nouveau l'herbe de son auguste pelouse. Le roi Toubou, qui ne comprend pas un mot de mon discours, semble très impressionné. Sans attendre la traduction d'Omaï, il se lève, nous signifiant ainsi la fin de notre entrevue. À mon retour sur le Resolution, Joseph Banks, le chef des scientifiques de l'expédition, entre dans ma cabine sans frapper, le regard exalté, et me tend une boîte en bois. « Regardez, capitaine, c'est extraordinaire, » me dit-il en soulevant légèrement le couvercle. Je découvre alors un très gros papillon. Je n'en ai jamais vu de si grand. Ses ailes veloutées noires sont barrées de bandes vert vif. Elles ne ressemblent pas à des ailes de papillon, mais plutôt à celles d'un oiseau. Banks sort l'insecte de sa boîte avec une extrême précaution et le pose sur mon pupitre. Il est vraiment énorme. Son envergure doit être de plus de 30 centimètres, la taille d'un pigeon. Banks est persuadé d'avoir découvert le plus grand papillon de jour au monde. Mais soudain, le papillon sort de sa torpeur. Il s'échappe des mains de Banks et s'envole. Affolé, il tourbillonne dans la cabine. « Baissez-vous, capitaine. Ne le touchez pas, vous risquez de l'abîmer, » hurle Banks. Nous nous jetons au sol pour éviter le papillon qui vole autour de nos têtes. Affolé, il cherche à sortir, mais il n'y a pas d'issue. Le hublot est fermé. Banks saisit l'une de mes chemises et attrape délicatement le papillon, qui retrouve sa boîte. Hélas, bientôt, Banks l'endormira pour toujours, et le merveilleux spécimen rejoindra la prestigieuse collection du Muséum d'histoire naturelle de Londres. Je me base avec le bouton du col de mon uniforme d'apparat, quand Williamson vient me chercher. « Il est l'heure, capitaine. Omaï et King vous attendent. Nous sommes prêts, » me crie-t-il à travers la porte de ma cabine. Au diable ce bouton. J'ouvre la porte et pousse Williamson dans l'escalier. Allons-y. Passez devant, je vous suis. Je me cale dans le fond de notre yole, qui s'éloigne rapidement du Resolution pour s'enfoncer dans la nuit sombre d'Anamouka. Je n'arrive pas à me débarrasser d'un mal de tête qui me poursuit depuis plusieurs jours, et je rumine en silence ma mauvaise humeur. Au fur et à mesure que nous approchons du rivage, j'aperçois des torches de plus en plus nombreuses sur la plage. Les hommes du roi Toubou sont là. D'ordinaire, j'aime ces moments étranges où je me confronte à un inconnu plus riche que mon imagination. Mais ce soir-là, j'ai l'esprit ailleurs. Je ne comprends plus pourquoi, depuis des années, je passe ma vie sur les océans du monde. Quelle arrogance! Je parcours le Pacifique d'île en île, sûr de ma mission. J'en prends possession et les ajoute les unes après les autres sur les cartes de la flotte de sa gracieuse majesté, le roi Georges. Cela me semble si vain, soudain. Pourtant, au fond de moi-même, j'ai toujours l'étrange intuition que tout ceci, s'il est respectueusement mené, pourrait, un jour, servir l'humanité. Nous pénétrons à la suite de nos guides dans l'étouffante végétation de la forêt.
Ça et là, cachés dans l'obscurité, je devine des visages grimés d'hommes qui nous suivent. Ils sont de plus en plus nombreux à nous accompagner, marchant sans un bruit dans l'humidité des sous-bois. Je commence à regretter de n'avoir pas écouté King. J'aurais été plus tranquille si nous avions été accompagnés par quelques soldats. King et Williamson jettent des regards inquiets autour d'eux. Nous sommes arrivés. Ils doivent être plus de 1000. Tous assis, formant un grand cercle au milieu duquel brillent des dizaines de feux. Le grand roi Finou se lève à mon arrivée. À cet instant, le silence se fait complètement, et mon mal de tête disparaît comme par enchantement. Je salue donc mes hôtes de très bonne humeur. Le grand roi Finou parle peu et doucement. Toubou s'assoit à mes côtés. Le brouhaha de la fête reprend. Ma migraine aussi. Omaï est assis à ma droite. Il traduit les paroles de Toubou et de Finou. King et Williamson se tiennent à quelques mètres en retrait derrière nous. Pendant de longues minutes, de jeunes femmes déposent à mes pieds des grandes quantités de fruits de l'arbre à pain, d'ignames, de noix de coco, de morceaux de canne à sucre et même de tortues grillées. Enfin, le spectacle commence. Des hommes exécutent des danses guerrières, rythmées par le roulement de tambours. Impitoyable pour mon mal de tête. Puis des combats se succèdent, accompagnés par les chants des femmes. Je sens l'excitation gagner la foule. Depuis quelques minutes, des hommes se livrent deux par deux à des combats sanglants. Les adversaires sont armés d'une masse, d'une hache ou d'une machette. À l'issue d'un assaut, ils sont souvent gravement blessés. Certains meurent. Le vainqueur est récompensé par Finou, qui lui offre un petit cochon. Soudain, je ne peux réprimer un cri d'étonnement. Bon sang! S'avançant vers le centre du cercle, ce sont maintenant 2 femmes qui viennent se battre. L'une est plutôt petite, l'autre la dépasse de près de 2 têtes. La clameur de la foule est de plus en plus forte. Les spectateurs hurlent pour galvaniser les 2 combattantes. D'un seul coup, sans prévenir, elles se jettent l'une contre l'autre, avec une violence incroyable. La plus grande déchire la tunique de son adversaire, qui est maintenant complètement nue. Mais celle-ci n'y prête pas attention et frappe son ennemi d'un terrible coup au visage. Le sang gicle jusqu'à mes pieds. La plus grande tombe, la face ensanglantée contre le sol, vaincue par ce petit bout de femme. Le grand roi Finou ordonne que l'on cesse les combats. Je passe le reste de la nuit à manger et à boire. Mon mal de tête m'a définitivement quitté. Ces derniers jours, les scientifiques sont partis pêcher dans les lagons des petites îles qui constituent l'archipel de l'amitié. Banks et son équipe pensent qu'une faune et une flore marines singulières peuvent prospérer dans ces eaux calmes et chaudes. Hier, ils ont ramené dans leur filet une étrange méduse parfaitement translucide qui n'a pas de tentacules défensifs piquants au toucher. C'est la première fois que Banks remarque un pareil cas. Anderson a pesé la bête à sa sortie de l'eau, puis l'a laissée se dessécher au soleil. Après quelques jours, il a analysé les restes de la méduse. D'après lui, celle-ci se compose de 95% d'eau, 4% de sel et seulement 1% de matière organique. Anderson décide de consacrer tout son temps à ce mystérieux animal et de percer l'énigme de cette méduse qui ne pique pas. Chapitre 5. Tahiti. À notre arrivée, la baie d'Otay-Tpa est sous la pluie. L'odeur de la terre humide et chaude parvient jusqu'à ma cabine. Dehors, les branches des palmiers ploient sous le poids de l'eau, ce qui leur donne un air un peu triste. Je me réjouis de cette pluie. L'eau douce va laver le sel qui s'accroche aux structures, ronge les câbles et les voiles du Resolution. Je n'ai encore rien dit aux hommes, mais je ne compte pas rester longtemps ici.
Nous nous relâchons à Tahiti que quelques jours, le temps d'installer Omae chez lui et de nous ravitailler. Puis je mets le cap plein nord. Nous remonterons le Pacifique le long des côtes de l'Amérique du Nord jusqu'aux glaces du détroit de Bering. Nous naviguerons alors là où aucun d'entre nous n'est jamais allé. Omae reste fièrement assis dans un fauteuil en bois décoré, cadeau de Lord Sandwich. Il pose pour Weber, avec sa nouvelle maison en arrière-plan. Le peintre exécute un rapide croquis, puis un autre, et encore un autre. Tout le monde veut le portrait d'Omae, et Weber est submergé de commandes. Les menuisiers du Resolution ont fait du bon travail. La nouvelle habitation d'Omae est très belle. Une demeure digne d'un chef, avec un bâtiment central et 2 ailes, le tout de plein pied. L'intérieur est meublé dans le plus pur style anglais. Des chaises et des tables de chêne, une horloge, de lourds rideaux. Plutôt curieux comme décoration. Tahiti est derrière nous. Par un après-midi d'orage, une brise régulière nous pousse hors de la baie de Huanin. Je laisse là, avec tristesse, un ami. Omae a voulu rester le plus longtemps possible avec nous, et ce n'est qu'à la sortie de la baie qu'il quitte le bateau. King le reconduit au rivage sur une chaloupe. Puis nous affalons les grands voiles, et le Resolution gagne le large. Je salue longuement Omae, jusqu'à ce qu'il devienne une minuscule silhouette sur la plage. Je dis adieu à un ami, pour toujours. Tard dans la soirée, Williamson descend me chercher dans la grande cabine où King et moi travaillions sur les cartes. Il est tout rouge. Le souffle coupé, il ne parvient même plus à articuler correctement. « Capitaine, me dit-il, il faut que vous montiez. Venez là-haut, ils veulent le pendre. » Sur le pont, tous les hommes ont abandonné leur poste. Au pied du grand mât, le mousse Nicolas est au sol, les pieds et les mains liés. L'équipage l'entoure, haineux. « Qu'on le pende! Voleur! Jetez-le par-dessus bord !» Le mousse est en larmes et répète sans cesse « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, je l'ai trouvé par terre, je le jure. Ce n'est pas moi, laissez-moi, laissez-moi. » King sort son mousquet et tire un coup de feu en l'air. « Silence ! Que se passe-t-il ici ?» Le lieutenant Williamson nous explique la situation. Les hommes de quart ont trouvé une chaîne en or autour du cou du mousse. Ils pensent qu'il l'a volée. Dans la main de Williamson brille la chaîne du médaillon d'Élisabeth. Incroyable. C'est donc le jeune Nicolas qui me l'avait volé. Immédiatement, 2 soldats de marine soulèvent le mousse et le jettent dans la cale. Les hommes se sont cotisés pour acheter une bouteille de rhum à Halloween. Comme le veut la coutume, Nicolas la recevra après son châtiment. Les marins ne parlent que de cela. 100 coups, c'est quand même beaucoup pour un si jeune gars. À midi, les claquements du fouet vont faire éclater la peau du dos du jeune mousse. Ses cris de douleur envahiront le navire. Ensuite, s'il survit, il reprendra sa place dans l'équipage. Sinon, son corps sera jeté par-dessus bord. Le jeune Nicolas va probablement mourir pour m'avoir volé une petite chaîne et un médaillon. Mais que puis-je faire ? Je dois maintenir la discipline à bord. Je n'ai pas le choix. Chapitre 6. Encadré par 2 soldats, le mousse Nicolas Jones est jeté sur le pont. Son visage est blême, il a les yeux mi-clos, ébloui par la lumière, après 7 jours passés dans la pénombre de Saint-Jaul. Il marche lentement vers le bourreau, traînant ses fers au sol. Il a beaucoup maigri. Effrayé, il regarde l'homme qui se dresse devant lui, et son menton tremble. L'équipage se tait. Nicolas enlève sa chemise souillée par l'humidité des cales.
Docile, il s'allonge sur le tonneau où l'autre l'attache, le dos exposé au soleil qui mord sa peau blanche et fragile d'enfant. Le bourreau n'attend plus qu'un geste de ma part pour commencer. À côté de moi, Weber ouvre son cahier à la recherche d'une page vierge pour dessiner la scène. Mes yeux s'attardent distraitement sur les dessins qui défilent devant moi. Quand soudain, mon regard accroche un portrait d'Omaï. J'arrache le cahier des mains de Weber. Je suis hypnotisée par le croquis. Je n'arrive pas à m'en détacher. C'est Omaï, le jour de notre départ de Tahiti. Il nous dit au revoir. Il est souriant et semble heureux de retrouver sa terre natale. Weber a dessiné avec une extrême précision le bijou, accroché à une lanière de cuir qui pend à son cou. C'est le médaillon d'Élisabeth. Je m'approche de Nicolas. Je lui tends une couverture de laine, dans laquelle il se blottit. Il tremble de froid, et de peur aussi. De cet effroi qui nous prend soudain quand nous avons échappé au pire. Je connais bien ce terrible sentiment. C'est comme si la mort nous avait frôlés, et l'on sent encore pendant de longues minutes son souffle sur notre nuque. Je prends le jeune Nicolas dans mes bras. L'enfant essouffle. C'est Omaï le voleur. Omaï, mon ami. Le mousse a ramassé la chaîne qu'Omaï a dû faire tomber. Depuis des semaines, nous voguons plein nord, loin des douceurs des îles du Pacifique Sud. Nous avons tué la dernière vache et épuisé nos provisions de viande, de fruits et de légumes frais de Tahiti. Il nous reste maintenant le poisson, les bouillies de blé et le chou macéré. Jour après jour, nous nous enfonçons vers l'inconnu, au cœur de l'océan Pacifique. À la santé de toutes les belles femmes du Pacifique. Au carré des officiers, le repas s'achève, et comme chaque samedi, je lève mon verre de punch pour porter un toast avec mes hommes. Mais ce soir-là, ils ne lèvent pas leur verre avec moi. Ils se taisent, le regard fuyant. Puis Williamson prend la parole. « Capitaine, 2 mois que nous n'avons pas vu la terre. Bientôt, nous n'aurons plus rien d'autre à manger que les poissons que nous pêchons. Les hommes n'en peuvent plus de la bouillie. Et puis, l'équipage s'inquiète. Y aura-t-il une terre là où nous allons? Et si on ne trouvait rien que de la glace et de l'eau? » C'est vrai, poursuit Alwyn, le cuisinier. J'ai plus rien, moi, dans ma cambouise. Même plus de saindoux. Alors je cuis du poisson dans de l'eau de mer, je jette une poignée de blé, et voilà. Ça, c'est ce que nous mangeons depuis 2 semaines. Poisson, blé, bouilli, rien d'autre. Ils en peuvent plus, les gars. Oui, c'est vrai. Ce n'est plus possible, capitaine, renchérit Williamson. Même Banks et ses scientifiques se plaignent. Hier, je les ai surpris en train de cuisiner quelque chose avec leur matériel au lieu de faire des expériences. Mettez le cap à l'est, vers les côtes de l'Amérique du Sud. Un peu de calme, messieurs, répondis-je. Oui, je vous comprends. Cela fait bientôt 2 ans que nous avons quitté Plymouth, et l'équipage a le mal du pays. C'est normal. Pourtant, les choses sérieuses ne font que commencer. Vous ne croyez tout de même pas que l'amirauté nous a envoyés faire une promenade dans les îles du Pacifique, passer le bonjour au roi Finou, reconduire Omaï chez lui construire une jolie maison? Mais bon sang, rendez-vous compte, la route que nous traçons aujourd'hui, aucun autre navigateur ne l'a parcourue. Alors, par le diable, sachez en être digne. Nous ne mettrons en aucun cas le cap à l'est. On continue plein nord. Suis-je clair? Mes paroles ont porté. Je me tais, et pas un seul de mes hommes n'ose prononcer un mot de plus. On entend même le grincement du navire et les grands voiles qui claquent dans le vent. Ce soir-là, je confirme mon autorité auprès de mes jeunes officiers. King a raison. Il est temps que nous trouvions une île où accoster. Terre! Terre! Capitaine! Droit devant! Terre!
Nous nous précipitons vers le pont. En haut du grand mât, la vigie hurle. « Là-bas, une île !» Et je mets mes mains autour de mes yeux pour me protéger de la luminosité. Et, tout au loin, au nord-nord-est, je distingue les contours vagues d'une terre inconnue. Aussitôt, Weber se met à dessiner ce qui semble être un archipel composé d'au moins 3 îles, peut-être 4, 5 au plus. Quels animaux, quelles nouvelles espèces d'arbres ou de fleurs. Et des hommes? Oui, des hommes. Des tribus aux rites étranges, aux langues incompréhensibles. Des êtres que nous découvrirons, qui sait, habitant les arbres, des huttes ou cachés au fond de grottes sombres et humides. Qui sont-ils, ces hommes perdus au milieu du Pacifique? Nous allons enfin toucher la terre ferme, manger des fruits frais, sentir leur jus sucré et acide sur nos lèvres. Nous allons renouveler nos réserves, boire de l'eau fraîche. Nous allons chasser du gibier, manger de la viande et la faire cuire dans les feuilles parfumées des bananiers. J'exulte. J'en ai les larmes aux yeux. La vigie descend de son observatoire pour venir chercher sa prime. Je l'embrasse et lui donne la bouteille de rhum réservée aux premiers à voir la terre. Puis je m'accoude à la rambarde du second pont. Je viens de découvrir un nouveau territoire. Par Saint-Georges, c'est incroyable. Il n'est indiqué sur aucune carte. Aucun marin n'en a jamais parlé. Ma route très au nord, loin des côtes de l'Amérique, nous a donc conduit droit sur ces îles inconnues. Je suis si impatient qu'il faut que je touche cette terre, là, tout de suite, maintenant, et découvre ce nouveau monde qui m'attend.